Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons animé aux côtés de Valérie Trierweiler et en partenariat avec VisiBrain une étude revenant sur l'impact des municipales sur les réseaux sociaux. Force en présence, dynamique structurelle et dynamique conversationnelle, quels ont été les grands impacts des municipales 2026 à Paris et dans le reste de la France. Merci à VisiBrain pour les données, merci à l'hémicycle pour l'organisation et l'accueil de l'événement. Nous vous souhaitons un bon visionnage et à très vite. Merci beaucoup de vous réveiller avec nous, avec cette analyse. On est hyper content de vous accueillir dans ces locaux. En deux mots, moi je suis fondateur et cofondateur de Victor, qui est un cabinet de conseil en analyse de données réseaux sociaux et en accompagnement de dirigeants. Et on est ravis d'organiser ce petit déjeuner thématique avec Valérie et toute l'équipe. Merci beaucoup et à la fin on va avoir un petit moment d'échange pour essayer de répondre à vos questions et discuter de ce sujet qui nous passionne tous. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Valérie Trierweiler et je me présente, peut-être vous ne savez pas tout, je suis la nouvelle rédactrice en chef de l'hémicycle. Voilà, depuis quasiment aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment très récent. J'imagine que vous avez tous regardé les soirées électorales et que vous en savez déjà beaucoup sur les municipales. Donc moi, je ne serai pas très longue, puisque l'idée, c'est de laisser vos amis expliquer ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et en quoi ça a pu influencer la campagne. Donc vous avez tous compris que tout le monde avait gagné pendant ces municipales. C'est pas tout à fait faux, mais en même temps, quand tout le monde a gagné, c'est que personne n'a gagné, que tout le monde a perdu aussi quelque chose. Malgré tout, il y a deux gros perdants, les écologistes et les macronistes. Mais les macronistes partaient de très peu, puisqu'ils avaient de toute façon très peu d'ancrage local. Donc les vrais perdants sont les écologistes. Alors en termes de villes, d'abord je voudrais rappeler que plus de la moitié des maires, c'est parfois difficile de savoir quelles sont leurs étiquettes, mais plus de la moitié sont sans étiquette. Ça c'est vraiment un phénomène qui va croissant. Et que de toute façon la majorité des Français attendent de leur maire qu'ils ne soient pas partisans et qu'ils soient très proches de la vie ordinaire et des petits soucis quotidiens. On oublie en fait qu'en France, on a perdu des communes, c'est plus 36 000, c'est un peu moins de 35 000 aujourd'hui, mais que le temps des barons et des vedettes médiatiques s'est terminé. Et je pense qu'une partie de l'échec de Rachida Dati vient de là. On attend autre chose maintenant d'un maire, on veut le voir sur le terrain, ailleurs qu'à la télévision. Et on verra justement à travers les réseaux sociaux, donc ça explique, je pense, l'échec de Rachida Dati, de quelqu'un comme Louis Sarkozy, qui pensait pouvoir être élu grâce à la télévision, ou encore de Christian Estrosi, même s'il y a l'usure du pouvoir, il y a aussi autre chose. Ce qu'on veut, les maires, c'est pouvoir les attraper et leur dire « j'en ai marre que mon trottoir ne soit pas nettoyé là ». Pourquoi les résultats des municipales sont importants? D'abord, ça n'est pas une répétition générale de la présidentielle, mais ça remet un petit peu les choses à plat malgré tout. Il faut savoir ensuite que plus vous avez de maires, plus vous avez de chances d'avoir de sénateurs. Le Sénat va être renouvelé après l'été et c'est pour cela que c'est très important, puisque la droite est la grande gagnante de ces élections municipales. Elle pourra à nouveau, j'imagine, remporter la majorité au Sénat. Et une deuxième question, qui est la question des signatures pour les candidats à la présidentielle. Souvenez-vous que Marine Le Pen avait eu beaucoup de mal à obtenir ces signatures. Ils n'ont à ce jour qu'environ 70 villes, ce qui est peu par rapport évidemment à cette totalité. Mais en plus, il faut que ce soit un panachage, c'est à 70 villes dans le même endroit. Là, le RN a fait une percée dans le sud, dans le nord et à l'est, avec des populations très différentes entre le nord et le sud. Une partie qui vit dans l'extrême pauvreté, une autre partie qui est assez privilégiée dans le sud. Donc ce sont deux populations totalement opposées, mais qui se rejoignent dans ces mouvements radicaux. Autre chose, donc si on veut parler des signatures, je parlais de Marine Le Pen la dernière fois qui a eu du mal à trouver ses 500 signatures, à tel point que même Jean-Luc Mélenchon lui avait apporté la sienne en lui disant que c'était la démocratie, qu'il fallait que chaque candidat puisse se présenter. Là, on ne sait pas si elle le pourra, mais pour d'autres raisons. Mais quelqu'un, par exemple, aussi comme Dominique de Villepin, qui n'a absolument aucune assise locale, peut avoir du mal à trouver des signatures s'il se présentait. Et nous avons aussi Ravel Glucksmann, s'il n'est pas soutenu par le Parti socialiste, il avait un maire, Saint-Brieuc, il l'a perdu. Donc vous voyez que cette histoire de municipale est plus importante, a plus de répercussions sur la présidentielle qu'on ne pourrait le penser.
Voilà ce que je voulais vous dire encore. Donc la droite, elle reste très puissante localement, hein, c'est la première force locale, ce qui lui donne, comme je disais, un avantage pour les élections sénatoriales. Le Parti socialiste, qui est à la tête d'environ 700 communes, de plus de 3500 habitants, hein, parce que la plupart des communes sont vraiment des villages, de toutes petites villes. On le sait, donc elle a surtout remporté les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, qui restent du coup ces grandes villes un défi pour les autres partis, pour trouver des électeurs, parce que ça fait quand même beaucoup de millions de personnes. Donc en vue de la présidentielle, comment toucher ces métropolitains, ces gens qui vivent dans les grandes métropoles et qui sont des électeurs très différents du reste de la France. Quand on parle des deux France, c'est vraiment une réalité. Voilà, donc une première lecture de ces municipales a laissé penser que LFI avait fait une véritable percée, parce qu'effectivement ils ont gagné des villes, comme Roubaix, Saint-Denis et quelques autres, mais enfin ils en ont 8 ou 9, de plus de 3500, mais en réalité ils ont perdu des voix par rapport aux élections européennes et surtout par rapport à la présidentielle. Ils ne représentent pas plus de 12% de la population, même plutôt moins, ce qui est en fait très marginal par rapport à ce qu'ils avaient fait aux précédentes élections. Renaissance, le parti présidentiel, dispose aujourd'hui de 200 maires qui ont été élus, mais avec 2 gains, il faut quand même le signaler, dans des villes de plus de 100 000 habitants, Thomas Cazenave à Bordeaux et à Annecy. Après, le macronisme, comme je le disais tout à l'heure, souffrait d'un ancrage local extrêmement faible, qui risque de disparaître totalement une fois Emmanuel Macron parti vers d'autres aventures. C'est quelque chose qu'il n'aura pas réussi, sûrement d'autres choses, ça c'est un autre sujet. Donc je pense que voilà, le macronisme n'aura plus d'élus aux prochaines municipales. Alors ces municipales ne sont pas vraiment un vote sanction parce que les électeurs votent vraiment en fonction de la proximité du maire, c'est ce qu'ils attendent, de la proximité, de l'authenticité. Et là, je pense que nos amis nous en parleront tout à l'heure, quand les choses apparaissent comme fake, comme inventées, comme fabriquées, ça ne marche pas et au contraire, ça se retourne contre leurs auteurs. Donc s'il y a un gagnant qui est en tout cas présenté comme tel, mais à 14 mois de l'élection présidentielle, il faut se méfier, c'est Édouard Philippe, il est réélu au Havre dans sa commune. Moi je pense que quand même la moindre des choses que d'être réélu dans sa propre commune quand on a une dimension comme la sienne. Mais il n'empêche que ça lui permet d'occuper une place qui était totalement vide jusqu'à maintenant, qui est celle du candidat qui s'impose. Parce que là encore, on part du trop-plein, et quand il y a du trop-plein, c'est qu'il n'y a pas un seul candidat qui s'échappe. Il n'y avait pas d'échappé jusqu'à maintenant, et il est l'échappé. Voilà, c'est pas grand-chose que je vous dis, mais parce que je veux laisser la parole à nos amis, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est passionnant dans la politique, c'est que rien ne se passe jamais comme prévu. Et dites-vous bien que voilà, les conclusions qu'on peut tirer de ces municipales à 13-14 mois de la présidentielle, on se revoit dans un an et vous verrez que ça sera bien oublié. Voilà, très bien. Merci à vous. Merci beaucoup madame pour cette introduction. Bonjour à tous, moi je m'appelle Balkis, donc je suis consultante chez Licteur et on va vous présenter donc avec Jérôme la dimension digitale de la campagne municipale. Paris vaut bien TikTok. Pourquoi cette phrase d'introduction? Parce qu'au XVIe siècle, Henri IV a dû se convertir au catholicisme pour prendre le trône de France. Et il a donc dit « Paris vaut bien une messe ». Est-ce qu'on peut appliquer cette phrase à notre époque moderne? Est-ce que pour avoir Paris, il faut se mettre à TikTok? En termes de méthodologie, donc on a couvert 5 réseaux sociaux, donc X, Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. X représente à peu près plus de 80% des discussions pendant les campagnes. On a couvert donc de décembre à mars 2026, essentiellement sur Paris, mais on aura une partie qui viendra comparer Paris aux autres communes de la France. Et on est en partenariat aussi avec VisiBrain qui nous a fourni les données sur ces 4 derniers mois. Premièrement, on va venir discuter de la structure de la discussion qui a eu lieu en ligne. 2 dynamiques structurelles très facilement identifiables. On va venir faire un zoom sur Serac Nafo, donc, qui est passé de 3 à 10% dans les sondages, qui est passé au second tour mais qui a fini par se désister. Comment elle a fait, quelles étaient les forces en présence,
Est-ce que ça s'est passé uniquement sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il y a eu un sorte de miroir qui a été aussi appliqué dans les médias qui ont lui permis de se propulser sur la scène médiatico-politique. Et troisièmement, on va venir comparer Paris au désert français, pour reprendre une ancienne expression, et parler un peu des enseignements qu'on pourrait en tirer pour 2027. Pour la première partie, deux structures de dynamiques très différentes. Sur les réseaux sociaux, on a observé deux types de conversations, les programmes et les faits de campagne. Donc les programmes, c'est toutes les discussions autour des mesures très concrètes, donc la sécurité est le sujet le plus discuté, suivi de les transports et mobilité, la propreté, le logement, la gestion de la ville et l'écologie. C'est un peu le reflet de la présence politique sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les réseaux sociaux, en général Twitter, est massivement dominé par la droite et par l'extrême droite, d'où la sécurité en première thématique. Ça représente quand même une partie minoritaire. Dans la stratégie d'un candidat, ça peut représenter plus de 80% de son temps et de son énergie, mais sur les réseaux sociaux, ça ne respecte pas forcément les codes qui vont faire qui vont rendre le format plutôt viral. Ce qui rend la chose virale, ce sont les faits de campagne. Et ça représente 80% de la volumétrie et de l'engagement. Donc les faits de campagne sont 10 fois plus engageants que les programmes. Donc engageants, c'est-à-dire on a plus tendance à commenter, à liker, à partager. Par fait de campagne, on entend plusieurs choses. Alors je vais revenir d'abord effectivement sur le programme, avec un cas spécial qui est le cas LinkedIn. On a compté plus de 5000 publications sur LinkedIn. Parmi le top 15 des publications, Saracnafo en a placé 12 avec un verbatim clé. En gros, c'était « reprenez votre argent » avec trop d'impôts, la taxe foncière, les impôts sur les entrepreneurs. Elle se mettait vraiment à la place des grands patrons, elle savait vraiment parler à sa cible et c'était le cas vraiment sur chaque réseau social. En ce qui concerne les faits de campagne, il y a deux stratégies de communication. Il y a la communication qui est provoquée, avec une certaine nuance d'impact, et il y a une communication qui est subie. En ce qui concerne la communication qui est provoquée, on a identifié 3 facteurs qu'il va falloir combiner, allier pour se faire remarquer, pour faire du bruit. Le bruit ne sera pas forcément positif à 100%, mais en tout cas, il y aura du bruit. Simplification, on va faire un réel Insta, on ne va pas partager un PDF de programme que personne ne va lire. Incarnation, on va se mettre à la place des personnes à qui on parle. Et confrontation, on va venir confronter le bilan, le maire sortant ou un candidat adverse. Ce que ça peut donner, c'est Rachida Dati avec la séquence éboueur, avec quelques nuances toutefois, parce que parmi la séquence éboueur, il y a eu quand même 33% de commentaires négatifs, mais on dit que la communication est provoquée, parce que voilà, c'est elle qui est à l'origine de ça, et elle contribue un peu au fait d'une création d'un biais de simple exposition. Bon, même si ça fait un bad buzz, je suis visible, les gens sont au courant que je suis en campagne. C'est sorti à une époque où plus de 80% des réseaux sociaux parlaient de Rachida Dati et Emmanuel Grégoire était encore totalement inconnu sur la scène médiatique, au-delà du centre élitiste politico-médiatique parisien. Ça, c'est pour la communication provoquée. Il y a ensuite une communication provoquée, il y a aussi la communication qui est subie. On a établi et identifié un schéma de la communication qui est subie. Un sujet peut émerger dans une niche thématique ou militante. Elle peut être amplifiée ensuite par des comptes relais ou prescripteurs, donc de la société civile. C'est ensuite mis à l'agenda médiatique et c'est réapproprié par l'opposition. Ce schéma-là, on le connaît par cœur parce qu'on l'a vu des dizaines et des centaines de fois. Par exemple, le cas CNAFO, ça c'est une timeline de la volumétrie des publications depuis le début de la campagne, disons décembre 2025. Un des pics principaux, on y reviendra juste après, c'est non seulement l'entrée en campagne de Saracnafo, et un des deuxièmes pics principaux, c'est le bad buzz sur le pass Navigo. Pour vous remettre dans le contexte, Saracnafo était sur un plateau télé et on lui a demandé si elle connaissait bien Paris, potentiellement, est-ce que vous connaissez le prix du pass Navigo? Elle a dit qu'il était à 52 € annuels. Lors de période de promotion. C'est quand? Comment? C'est quand cette période-là? Je vous fascine. On l'attend tous. Et du coup, ce bad buzz a été repris par la chaîne que je vous montrais tout à l'heure,
Premièrement, l'opposition politique, donc Manon Aubry, qui n'est pas forcément en campagne, qui n'est même pas en campagne à Paris, mais elle reprend le sujet. Pierre-Yves Bournazel, son opposant centriste. Les médias, le Canard enchaîné, le Parisien et la société civile avec des comptes de mèmes, des comptes à caractère humoristique, voilà, comme Cerveau non disponible ou Glu Patate, qui est quand même soutien de la France insoumise. Ça représente 400 millions d'impressions, ce qui est le bad buzz le plus important de la campagne. On peut aussi parler de deux autres bad buzz ou de deux autres moments viraux à caractère négatif. Emmanuel Grégoire et la séquence des accointances entre Sofia Chikirou et Rachida Dati, qui a été repris surtout lors du dernier débat, les deux Arabes, et Rachida Dati avec son propos sur le club des gays qui voudrait, selon elle, la faire perdre. Ça représente 80% de l'engagement et de la volumétrie, l'effet de campagne. Il y a aussi un sujet qui nous paraît important de relever, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'elle vient prendre une certaine place à plusieurs niveaux dans ces campagnes et ça va peut-être un peu annoncer ce qui va se passer dans les élections présidentielles de 2027. C'est très peu dans le corpus de data. Ça représente moins d'1% des discussions et parmi ce corpus, la plupart est occupée par Grok. Parce que voilà, c'est un LLM qu'on vient surtout mobiliser pour lui poser des questions sur les candidats ou sur la campagne. Grok étant l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Tout à fait. Et on y reviendra juste après. Donc, il y a deux niveaux d'utilisation de l'intelligence artificielle. Premièrement, dans les outils de campagne. Donc, il y a certains candidats qui ont mis à disposition des chatbots pour aller discuter de leur programme sur leur site internet. Et il y a aussi des mesures du programme. Par exemple, Sarah Knafo parlait beaucoup de l'intelligence artificielle, comme la détection de voitures au feu pour débloquer Paris grâce à l'intelligence artificielle. Rachida Dati aussi parlait des vidéos de surveillance avec l'intelligence artificielle. La surveillance était le premier sujet discuté à travers la focale de l'intelligence artificielle. Pourquoi j'appelle ça un tournant ou un point de bascule, c'est que c'est de plus en plus utilisé, mais il y a pour l'instant aucune législation très précise dans le code électoral qui vient réguler l'intelligence artificielle. Et ça va être, selon moi, selon nous, un des sujets à garder vraiment en visuel pour les prochaines campagnes. Voilà, ça c'était pour la vision d'ensemble. On va venir zoomer sur le cas de Sarah Knafo. Donc, est-ce qu'on va se demander si sa progression sur les réseaux sociaux et dans les sondages et même lors des résultats, d'où est-ce que ça vient ? Est-ce qu'il y a vraiment une adhésion ou un bruit conversationnel ? En termes de volumétrie, elle est clairement au-dessus de tout le monde. C'est 52% des mentions, suivi de très loin par Rachida Dati à 25%. Ce qui est intéressant de comparer aussi, c'est sa place dans les médias. Donc c'est sa place dans les médias. Ici, on parle de médias digitaux. C'était la deuxième personne la plus mentionnée, bien avant quand même Emmanuel Grégoire, ce qui est quand même assez intéressant à relever, Emmanuel Grégoire ayant gagné la mairie de Paris. Si on revient sur la timeline de publication, on voit qu'en fait les principaux pics conversationnels sont dominés par Sarah Knafo. Premièrement, son entrée en campagne. Deuxièmement, la polémique du pass Navigo. Troisièmement, son meeting au Dôme de Paris. C'est vraiment drivé par sa présence digitale. On voit que quand il est entré en campagne, il y a la moyenne de la volumétrie de publication qui a augmenté de plus de 120%. Face à vous, vous avez ici une cartographie de communauté. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la méthode, mais cette cartographie vient un peu rentrer dans l'invisible. Quand je vous dis qu'il y a eu 80% de la discussion occupée par Sarah Knafo, c'est le visible. Ici, c'est l'invisible, c'est-à-dire la structure de la discussion. Je m'explique. Chaque point est un compte. Moi, je travaille chez Licteur, Antoine travaille chez Licteur. On a un lien en commun, on va être affinitaire de certains comptes en commun, on va se retrouver dans la même catégorie. Ces personnes sont regroupées en catégories affinitaires. Par exemple, en rose, vous avez la communauté de Sarah Knafo. En vert, c'est la communauté de droite
avec un pôle médiatico-politique assez relevé, enfin assez important comme CNews, la communauté de Saccage Paris et Boulevard Voltaire, donc qui sont des comptes affiliés à droite. À gauche, vous avez plutôt des comptes du soutien à Emmanuel Grégoire, comme Yann Brossat, ou des comptes anti-racisme avec Alerte Racisme. Et en fait, cette cartographie, elle a été faite lors de son entrée en campagne, la première semaine. Et c'était quand le hacker éthique, c'est comme ça qu'il s'appelle, Sax, a hacké le site de Saracnafo. Et on a pu voir alors qu'il y avait des donateurs à la campagne de Saracnafo qui étaient soi-disant racistes. D'où la présence de ces comptes sur la périphérie gauche. Et ce qu'on voulait montrer ici, c'est à quel point cette discussion est qualitative. Là, vous avez environ 15 000 comptes qui sont dans la discussion en une semaine. Et si on vient... Hop, je passe ça. Si on vient zoomer sur la structure très précise de la cartographie, en fait, on s'aperçoit que 80% de ces comptes se relient 1 à 2 fois maximum à un autre, ce qui est très peu. C'est-à-dire qu'en fait, la discussion n'est pas qualitative, on parle de Saracnafo, mais on part et on revient. Et un chiffre aussi élevé nous permet de nous dire, va me permettre de me dire et de suspecter la présence de bots. Les bots envoient des messages et n'ont aucune interaction avec d'autres comptes dans la discussion. Pourquoi c'est important ? Parce que quand on compare à Rachida Dati, c'est 60%, ce qui est environ la moyenne. Donc la discussion de Rachida Dati est beaucoup plus qualitative, donc beaucoup moins de suspicion de bots. Emmanuel Grégoire, c'est 45%. Ce qui peut expliquer la dominance de Saracnafo sur Twitter. Et donc on revient à ce que Jérôme disait tout à l'heure. Twitter, donc réseau social boosté par Elon Musk. Donc ce qui vient un peu mettre en relief la domination volumétrique de Saracnafo. Troisièmement, Paris et le désert français. Donc Paris, donc la capitale de la France. Tout ce qui s'est passé à Paris ne représente pas tout ce qui s'est passé dans les autres villes. Si on prend les 2 autres grandes villes de la France, Lyon et Marseille, Paris a eu 10 fois plus de publications. C'est ce que disait tout à l'heure Madame Trierweiler sur l'enjeu local. À Lyon, 60% des publications médiatiques digitales sont locales. C'est-à-dire que c'est des comptes comme Lyon Mag, BFM Lyon, des comptes locaux qui viennent parler des enjeux locaux, alors que Paris, c'est plutôt dominé par des médias à portée nationale. On est revenu sur un exemple très local pour se demander si un fait local pouvait avoir un impact sur des intentions de vote. On a pris l'exemple de Quentin Derenque, affaire qui a émergé au milieu du mois de février. On s'est demandé si cette affaire allait vraiment impacter le vote LFI à Lyon ou même le vote de gauche. Il se trouve que non, il y a eu un impact local et un impact national avec une augmentation du sentiment négatif vis-à-vis des LFI de 78% et une augmentation de 50% des publications sur la municipale de Lyon. Ça n'a eu pas d'impact sur les intentions de vote parce qu'il y a un sondage qui est sorti juste après, à nuancer effectivement, on ne sait jamais vraiment quel est l'impact tel quel, mais il y a un sondage juste après qui est sorti qui annonce un certain statu quo où le vote LFI ne s'est pas réduit au profit de Grégory Doucet à Lyon. Je passe la parole à Jérôme qui va nous parler des oubliés de la France. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Jérôme Labbé, j'ai rejoint Lecteur il y a précisément 11 jours. Donc voilà, pardonnez-moi si je ne suis pas aussi calé que Baptiste dans l'analyse des réseaux sociaux, mais néanmoins je voulais vous partager quelques éléments. Je vais vous faire sortir de Paris, je vais vous faire sortir des grandes villes et je vais vous emmener plutôt dans la France rurale. Le premier des statistiques que l'on nous donne lorsqu'on assiste à une soirée électorale, c'est le taux d'abstention, ou le taux de participation selon. Et le taux de participation a été de 57% pour cette campagne municipale et a été de 63%
si on se réfère à 2014, on oublie en 2020 puisqu'il y avait le Covid. Lorsqu'on regarde ce qui impacte les drivers de la baisse de ce taux de participation, on s'aperçoit qu'il y a une France, la France, celle que l'on appelle la France des oubliés, du moins ce que l'auteur de cette étude appelle la France des oubliés. Cette France-là a voté à 40%. C'est la France des gens modestes, c'est la France des gens qui gagnent moins de 1 250 € par mois. Et c'est la France qui est périurbaine, qui habite assez loin des villes ou qui habite en race campagne. Le premier chiffre quand on regarde cette population, le premier chiffre qui nous saute aux yeux, c'est son poids. Un Français sur 3 fait partie de cette catégorie. Donc c'est une masse considérable qui peut faire basculer n'importe quelle élection nationale. Et lorsqu'on regarde précisément leur consommation informationnelle, on s'aperçoit que 89% ont déserté les médias traditionnels et se sont enfermés dans leurs réseaux sociaux, qu'ils considèrent comme la première des sources d'information, les réseaux sociaux et tous les comptes de médias alternatifs que l'on peut trouver sur Internet, et ils ne se nourrissent que de cette sphère informationnelle. Et cette étude, lorsqu'ils se nourrissent de cette sphère informationnelle, ils vont se nourrir sur 4 thèmes principaux, et ils vont réagir sur ces 4 thèmes principaux d'une façon significativement différente des Français moyens. Ces 4 thèmes, je vous le donne en mille. Le premier, c'est le rejet des élites. Voilà, tout ce pourri, c'est le sentiment général que, je rappelle qu'on parle d'un tiers des Français, le sentiment général, c'est que les élites ne font rien pour moi. Si je suis dans cette situation, c'est à cause d'eux. Alors, je ne cache pas que l'affaire Epstein a été du miel pour ces gens-là, puisqu'évidemment, alors non seulement ils sont tous pourris, mais en plus ils sont tous pédophiles. Donc ça n'aide pas, évidemment. Le deuxième sujet, alors ils sont à 87% à rejeter les élites, contre 30% sur le reste de la population française. Okay, donc on parle de 3 fois plus de rejet que la population française. Donc quand je dis significatif, c'est extrêmement significatif. Le deuxième, c'est un sujet qui est existentiel pour eux, c'est le chômage. Donc s'ils tombent au chômage, les conséquences sont terribles, et ils sont deux fois plus inquiets que la moyenne des Français sur ce sujet-là. Ils considèrent, on parlait de l'IA tout à l'heure, ils considèrent l'IA comme une menace, comme une vraie menace pour leur emploi, et ils considèrent que c'est un risque additionnel sur leur situation professionnelle. Le troisième sujet, le troisième marqueur, c'est la sécurité, évidemment. La sécurité arrive en troisième, alors que la sécurité arrive traditionnellement en tête des préoccupations des Français. Il arrive en troisième, et ils sont quand même 50% plus inquiets que la majorité des Français. Et ils vivent l'information d'une façon très déstructurée. Ce qui fait que la sécurité, en réalité, pour eux, c'est une succession de faits divers. Et donc un fait divers est beaucoup plus fort que, par exemple, un programme de campagne. Un fait divers peut prendre le pas sur un programme de campagne. Un tiers des Français. Et un fait divers vu à la télé, qui ne les concerne pas. Absolument, tout à fait. Et le quatrième point, c'est la cause agricole, parce qu'on parle d'une population beaucoup moins urbaine que la population française en général, et ils sont beaucoup plus sensibles à la cause agricole que les urbains de façon naturelle. Donc voilà ces oubliés. Voilà un tiers des Français qui sont dans cette situation et qui ont en plus un double effet qui se coule. Ce double effet qui se coule, c'est que comme ils s'enferment dans une sphère informationnelle dans les réseaux sociaux, ils sont impactés par ce qu'on appelle l'effet de l'algorithme. L'algorithme, c'est quoi? C'est lorsque vous allez sur votre feed de réseaux sociaux, on va vous pousser du contenu qui, a priori, va vous plaire. Et donc, si vous avez aimé X ou Y, ben, on va vous pousser du contenu sur X ou Y jusqu'à plus soif. Donc, on va vous enfermer dans cette sphère informationnelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude, on commence à voir,
commence à avoir beaucoup de documentation sur ce sujet, et il y a une étude publiée en 2023 dans la revue Nature. C'est une étude américaine, donc ça se passe aux États-Unis. Ils ont pris des utilisateurs de Twitter, de X. Ils ont scindé une centaine de milliers d'utilisateurs de Twitter et ils ont exposé la moitié à l'algorithme et l'autre moitié sans algorithme, donc juste en ordre chronologique, pour voir l'impact de l'algorithme. Et ils en sortent 4 enseignements, donc ils ont fait ça pendant 7 semaines. Plusieurs centaines de milliers d'individus. Donc c'est relativement robuste. Je rappelle que ça se passe aux États-Unis. Le premier effet, c'est qu'il n'y a pas d'effet profond sur l'identité politique profonde. C'est-à-dire que si vous êtes républicain, vous restez républicain. Si vous êtes un républicain convaincu, vous restez républicain. Si vous êtes un démocrate convaincu, vous restez démocrate. Donc il n'y a pas un effet il n'y a pas un changement drastique de bord. En revanche, l'algorithme va radicaliser vos opinions. C'est-à-dire que vous allez être confronté à des contenus de plus en plus fréquents, avec lesquels vous avez un agrément, et donc ça va. Que se passe-t-il là? Une mise à jour à faire, on va peut-être la faire plus tard, la mise à jour. C'est la télé. Ah non, c'est la télé? Ouais, c'est bon. Je vais en profiter de cette pause. Donc, plus vous êtes exposé à l'algorithme, plus vous allez avoir des opinions qui vont devenir un petit peu plus traditionnelles, un petit peu plus voilà, et jusqu'à une certaine forme de radicalisation de vos opinions. Donc à ce moment-là, vous allez commencer à être complaisant avec les affaires de Donald Trump. Vous allez commencer à changer vos priorités politiques, vous allez commencer à changer d'avis sur les grands sujets internationaux du type guerre en Ukraine, etc. C'est à ce moment-là que vous allez un peu shifter vos opinions, sans pour autant changer de bord pour autant. Le troisième enseignement, c'est qu'il y a un effet asymétrique, c'est-à-dire que si vous ouvrez, vous faites on sur l'algorithme, vous allez avoir un individu qui va progressivement et pratiquement immédiatement commencer à changer, commencer à avoir ses opinions qui se radicalisent. Et si vous faites off au bout de cette semaine, eh ben, il va rester là où il est. Donc il ne va pas revenir en arrière, il va rester convaincu que ce chemin parcouru, ça va être un chemin qui ne va pas être facile à inverser. Et le quatrième effet, c'est un effet durable, c'est-à-dire que si vous l'arrêtez complètement, et ben, pendant toute cette période, l'individu a commencé à liker des créateurs de contenu, il a commencé à se nourrir d'un certain nombre de discours, et ben, il va continuer à le faire puisqu'il est abonné au compte pendant toute cette période-là, il s'est abonné à un certain nombre de comptes qui vont continuer à entretenir cet effet. Alors, quels enseignements pour 2027 c'est un petit peu difficile. Hein, c'est un petit peu difficile de se dire quelle est la ligne qui va s'installer, puisque, bon, évidemment, tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui va se révéler faux et sera balayé dès lundi. Donc quels enseignements pour 2027 ? Ce qu'on peut voir, c'est que les grands gagnants de ça, on parle un tiers des Français, ces oubliés qui sont confrontés ils sont confrontés sur 4 thèmes, sécurité, chômage, ils se sont radicalisés, donc les grands bénéficiaires, naturellement, sont les partis extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche, hein, d'ailleurs, parce que en fait, ce que veut ce groupe, c'est simplement de renverser la table, et le meilleur pour renverser la table, bah, ça reste à leurs yeux les extrêmes. Et, pardon, hein, non, mais, et dans les sondages aujourd'hui, les extrêmes représentent plus de 50% des Français. Oui, complètement. Donc ça, c'est un premier, c'est un premier enseignement. Et les autres partis ont bien du mal à exister auprès de ces gens-là, de ces oubliés, parce qu'ils ne savent pas comment leur parler. Ils ne savent pas comment les faire sortir de leur sphère informationnelle, puisqu'on ne peut plus se suffire de passer
aux 20h de TF1 pour parler à ces gens-là. Ce sont des gens qui se sont enfermés dans leur sphère informationnelle, dans une structure informationnelle qui est nouveau. Donc les clés pour 2027, ça va être de trouver les moyens, peut-être en parlant des 4 thèmes cités précédemment, auprès de ces gens-là, sur les bons supports, avec les bons influenceurs, pour essayer de les faire sortir de cette sphère informationnelle, et puis d'essayer de les amener vers d'autres programmes que le programme des extrêmes. Voilà. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, phrase de conclusion, je pense que les municipales n'ont pas été un laboratoire pour 2027, mais Paris a été un laboratoire pour 2027, parce que le débat était vraiment à portée nationale. On parlait beaucoup des candidats, à quel point ils incarnaient une idéologie, et on parlait beaucoup plus des candidats que le programme en question, et on pense sincèrement que c'est ce qui va se passer, en tout cas sur les réseaux sociaux, en 2027. Et je pense aussi, s'il y a une chose à retenir, c'est l'impact de l'intelligence artificielle et l'urgence presque immédiate de venir réguler l'utilisation à plusieurs niveaux, que ce soit dans les deepfakes, l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau des programmes, et dans l'intelligence artificielle qu'on ne voit pas, c'est-à-dire dans la profusion de bots, ce qui peut altérer la perception réelle de l'impact et de l'importance d'un candidat. Après, pour compléter aussi sur l'intelligence artificielle et les campagnes électorales, le code électoral interdit la diffusion de fausses informations. Et ça a été notamment reproché à Sarah Knafo quand elle montre des images de Paris avec une image artificielle de Paris qui croulait sous des ordures, etc. Donc ça peut faire l'objet quand même d'une condamnation. Effectivement. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose. Oui. Effectivement, c'est vraiment sur les plusieurs niveaux, je pense qu'il y a certaines failles. Mais effectivement, Sarah Knafo a créé le phénomène, et la réalité va souvent plus vite que la législation. Et pour élargir au cas aussi, Sarah Knafo, elle a exploité plusieurs failles, notamment son omniprésence sur les médias, qui a permis de vraiment la faire connaître. Peut-être que son objectif n'était pas forcément de gagner Paris, mais juste de se faire connaître. Et on pense que ça passe pas que par les réseaux sociaux, mais qu'il y a un doublon qui est indispensable, qui est l'omniprésence médiatique et l'omniprésence digitale. Et pour compléter encore, ce que je trouve intéressant dans les réseaux sociaux, c'est que ce qui est posté sur un réseau social peut être exploité ensuite par les médias généralistes. Tout à fait. Voilà. Ça a été le cas pour Dati en éboueur, pour Info en général. Tout à fait, ça rentre dans la chaîne de diffusion du buzz, qu'il soit bien ou mauvais. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre écoute. Si l'étude vous a plu, n'hésitez pas à la retrouver en description. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver un podcast par mois. Et à très vite.